Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Ici Ruben Antoine, votre animateur de l'investisseur transformé. Bon, si vous êtes comme moi, là, le début de l'année est la période où nous pensons le plus à nos finances personnelles. Et cela commence dès le début. En janvier, on ouvre nos relevés de placement, on fait la revue de nos investissements et de la performance de l'année précédente. En février, boum, c'est la saison derrière, qui est suivie tout de suite par la saison des impôts en mars et avril, où nous devons collecter nos feuilles fiscaux et nous atteler à préparer notre déclaration de revenus. Donc, se baigner dans tous ces aspects de nos finances personnelles dans les premiers mois de l'année, cela nous amène aussi souvent à penser à notre avenir financier, notre retraite. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Vous savez, le Canada va bientôt faire face à un nombre sans précédent de personnes qui quitteront le marché du travail pour prendre leur retraite. Soit près de 3 millions de ménages canadiens vont aller à leur retraite d'ici les 10 prochaines années. Le départ de la retraite devrait être ce moment d'épanouissement et de célébration d'une carrière bien remplie. Par contre, on le sait, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Cette période est souvent marquée par de l'angoisse, de l'anxiété que vivent certaines personnes si elles ne se sentent pas bien préparées pour cette transition de leur vie. Des fois, ce stress ou cette angoisse-là, c'est lié parce qu'on a trop de dettes ou parce qu'on ne dispose pas d'assez d'épargne pour maintenir notre niveau de vie à la retraite ou pas d'assez d'économie pour pouvoir couvrir des coûts de soins de santé. Une étude récente de la firme Deloitte a révélé que 72% des pré-retraités âgés de 55 à 64 ans n'ont pas confiance dans leur capacité à vivre une retraite confortable et que plus de la moitié se sentent encore plus vulnérables financièrement après avoir quitté le marché du travail. Donc, c'est quand même une situation inquiétante. C'est un sujet d'une importance capitale que nous avons eu le plaisir d'aborder avec notre invitée aujourd'hui, Marie-Ève Fournier. Marie-Ève est chroniqueuse spécialisée en finances personnelles et consommation à la presse. Comme moi, je suis sûr que vous allez apprécier cette conversation avec Marie-Ève où l'on ressent sa passion pour la littératie financière, mais aussi sa détermination à vouloir sensibiliser et informer le public sur ce sujet important qu'est la retraite. Bonjour Marie-Ève, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être participer à ça aujourd'hui. Parfait, on va commencer en faisant connaissance. Peux-tu nous donner un bref aperçu sur ton parcours et comment tu t'es retrouvée à écrire des chroniques en finances personnelles? Moi, j'ai commencé par étudier en arts et technologies des médias à Jonquière dans les années 90. J'étais vraiment intéressée par la télévision et je me suis retrouvée à travailler donc à Radio-Canada à Montréal dans la salle des nouvelles. C'est ce qui m'a permis de découvrir un peu le monde des journalistes et ça m'a donné la piqûre de l'information que je n'avais pas nécessairement avant. Donc, j'ai poursuivi mes études et un peu plus tard, avec mes diplômes en poche, je me suis retrouvée au Journal de Montréal à écrire en économie. C'était vraiment le sujet qui m'intéressait. Pour moi, la rigueur financière, les finances, tout ce qui touche à l'argent, c'était vraiment comme un dada personnel. Ça a toujours fait partie de ma famille. Ça a toujours été un sujet de conversation. Il n'y a jamais vraiment eu de tabou autour de l'argent. Donc, pour moi, c'était un peu comme tout naturel là, quand j'ai commencé à écrire au Journal de Montréal, de me consacrer à ce genre de sujet. Mais plus particulièrement, ce qui m'intéressait, moi, c'était d'intéresser les femmes aux finances, à l'argent, à l'économie. Donc, j'ai proposé d'écrire sur un sujet qui était pas très bien couvert à ce moment-là par ce journal, donc qui était la consommation et le commerce de détail. J'ai écrit là-dessus pendant plusieurs années. Et bon, plus tard, j'ai fait le cours des valeurs mobilières, donc ça m'a permis de devenir un peu plus outillée dans le fond là, je trouvais, pour faire des textes vraiment bien fouillés et de faire des entrevues aussi avec du monde des finances. Donc,
Par la suite, j'ai travaillé un peu au Journal Les Affaires avant de faire le saut à la presse, où j'ai toujours continué à écrire sur le commerce de détail. C'était, je vous dirais, un sujet que je faisais de façon très large, là. J'en profitais pour parler des artères commerciales, de la santé immobilière aussi de la ville, des constructions de centres commerciaux, des stratégies marketing, des droits des consommateurs. Donc, je voyais vraiment le commerce de détail aussi comme une porte d'entrée facile là, pour le commun des mortels dans l'économie. Ça permettait d'intéresser plein de gens qui n'aiment pas nécessairement les chiffres et les nouvelles financières. Ça permettait à plein de gens de s'intéresser à ce genre de sujet parce que tout le monde consomme, tout le monde va dans les magasins, tout le monde va dans les épiceries, tout le monde se nourrit, tout le monde s'achète des vêtements. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était un sujet qui ratisse large, donc c'était intéressant pour moi, mais c'était aussi un sujet qui permettait à tout le monde de s'intéresser aux chiffres. Donc, c'était vraiment, c'est devenu une grande passion, une grande expertise aussi pour moi. Là, j'ai écrit là-dessus pendant 20 ans quand même. Et il y a quelques années, le poste de chroniqueur aux finances personnelles s'est ouvert à la presse. Et pour moi, la consommation, c'est vraiment lié aux finances personnelles parce que oui, c'est vraiment intéressant de faire de l'argent à la bourse, mais encore faut-il avoir de l'argent à investir. Et pour ça, je trouve qu'il faut consommer de manière responsable. Donc, pour moi, c'est vraiment interrelié. Si on consomme trop, si on surconsomme, bien après ça, à quoi bon espérer des rendements en bourse extraordinaires si, dans le fond, on n'a pas réussi à mettre suffisamment de côté? Pour moi, il faut avoir une espèce d'équilibre là-dedans. Donc, c'était un peu tout naturel pour moi de passer de la consommation aux finances personnelles. Il faut dire que je continue quand même beaucoup à faire de la consommation, justement parce que je trouve que c'est interrelié. Donc, depuis 3 ans maintenant, là, j'écris à la fois sur les finances personnelles et la consommation, qui sont 2 sujets là, que j'adore. Marie-Ève, je suis moi-même un grand fan de tes textes. Je les trouve très intéressants avec un langage accessible pour tout type de lectrices et de lecteurs. Puis, tu l'as dit, la finance peut être quand même intimidante pour plusieurs. Donc, je trouve que tu as cette façon d'aborder ces sujets-là qui préoccupent tout le monde, tout en bien vulgarisant les concepts et les circonstances en finance personnelle. Puis, je suis sûr que ça aide plusieurs personnes dans leur situation financière. Oui, bien, c'est ça le but, hein, c'est de vulgariser l'information, la rendre accessible pour que les gens prennent des décisions éclairées parce que, bon, on travaille tellement fort pour son argent qu'il faut à la fois le dépenser et l'investir comme il faut. Donc, je trouve que c'est vraiment important à la fois de consommer intelligemment et de prendre des décisions financières, que ce soit d'investissement ou de placement ou REER, CELI, là, les fameuses questions classiques, là. C'est important de prendre des bonnes décisions parce que les impacts sont majeurs. Les impacts, on va les subir plus tard dans notre vie. Les mauvaises décisions ont des coûts importants et je ne pense pas que personne ait d'argent là, à acheter par les fenêtres. Donc, lorsqu'il est question de chaque dollar, je trouve ça important de prendre les bonnes décisions. Et pour ça, ben, il faut que les gens aient accès à de l'information simple et agréable. C'est pas parce qu'un texte parle d'économie, de chiffres, de finances, qui doit absolument être compliqué et ennuyeux. Au contraire, je trouve que c'est ces textes-là qu'il faut rendre le plus intéressant possible parce que leur contenu va avoir un impact concret dans la vie des gens. Exactement. Puis, on parle de bonnes décisions à prendre aujourd'hui parce que ça peut avoir un impact plus tard. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la retraite. La firme Deloitte, justement, a fait une vaste étude récemment sur la retraite qui a révélé que 55% des pré-retraités ne se sentent pas en confiance pour prendre leur retraite et devront donc faire des compromis ou drastiquement modifier leur mode de vie pour ne pas manquer d'argent dans le futur. Donc, en moyenne, selon l'étude, il faut avoir économisé environ 900 000 pour être prêt et en confiance pour prendre une retraite confortable. Puis là, on ne parle pas d'une retraite de luxe. On parle d'une retraite où on ne sent pas qu'on doit faire des sacrifices majeurs quant à la qualité de notre mode de vie et aussi qu'on dispose des fonds nécessaires pour pallier aux imprévus. Donc, on le sait, Marie-Ève, de nombreux Canadiens, ils n'ont pas épargné assez pour la retraite. Pourquoi? C'est quoi les facteurs, selon toi, qui mettent les bâtons dans les roues des gens pour leur préparation par rapport à la retraite? Il y a plusieurs facteurs, mais selon moi, l'un des principaux, c'est le désengagement des employeurs.
le nombre de régimes à prestations déterminées, donc des régimes qui offrent des rentes garanties pour toute la vie. Le nombre d'employeurs qui offrent ce genre de régime de retraite ne cesse de diminuer. C'est un fardeau financier important pour les entreprises. Et donc, au fil des années, surtout en 2008-2009, là, quand ça a été très difficile sur les marchés boursiers, beaucoup d'entreprises ont mis fin à ces régimes qui permettaient aux gens de ne pas trop stresser avec l'épargne là, tout au long de leur vie. Une rente leur était garantie. Donc, ça leur enlevait une responsabilité quand même lourde. Et présentement, ben, ces régimes de retraite sont de plus en plus rares. Donc, ça met un fardeau sur les épaules des gens, un fardeau qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à assumer. Parce que, bon, avec cette responsabilité-là, ça vient avec un minimum de connaissances nécessaires. Et là, les gens n'ont quand même pas la science infuse. Là, donc, cette déresponsabilisation-là, selon moi, a de grands impacts sur les retraites futures, sur les retraités. Et le problème que cela a causé, c'est que les régimes à cotisation déterminée sont souvent facultatifs. Donc, ça, c'est un grand problème parce que les régimes à prestations déterminées étaient obligatoires. Et là, on tombe dans un régime qui est à la fois moins payant et facultatif. Et là, ce qu'on apprend, c'est que 50% des gens n'en profitent pas. Donc, ils préfèrent avoir l'argent dans leur poche plutôt que de l'investir pour leur avenir. Le problème là-dedans, c'est que quand on n'investit pas dans son régime à cotisation déterminée, bien, l'employeur non plus n'y cotise pas. Souvent, c'est obligatoire. Si on met 5%, l'employeur va mettre 5. Si on met 6, il va mettre 6. Mais donc, on se prive d'un véhicule d'épargne quand même important. Tout ça pour vivre un peu plus dans le moment présent ou par inconscience ou par manque d'argent. Souvent, là, c'est le genre d'arguments qui sont donnés. Donc, ça, c'est deux gros problèmes selon moi. Et bien, le manque d'épargne. La mode d'épargner ou d'attendre là, d'avoir l'argent pour s'acheter un nouvel iPhone, c'est un peu dépassé. Ouais. Aujourd'hui, on veut un peu tout de suite, maintenant. On achète des choses à tempérament. C'est rendu qu'on peut acheter un rouge à lèvres en 4 versements égaux de 10 $. Donc, payer plus tard, reporter, c'est devenu la mode. On n'attend pas d'avoir les fonds pour s'acheter quelque chose. On se l'achète. Donc, on paie des intérêts. On vit dans le présent, mais on paye dans l'avenir. Donc, c'est devenu un peu un mode de vie. Ouais, c'est la gratification immédiate à la place de la gratification différée. Oui, et ça, c'est très risqué, mais à la fois, c'est très à la mode. Donc, ça m'apparaît comme un problème. Hein. Les gens se disent, bon, ben, je travaille fort, je le mérite, je veux me gâter. Les gens pensent beaucoup plus à leur santé mentale aujourd'hui. Donc, ils vont se dire, ben, il faut que j'aille passer une fin de semaine dans un chalet. Ou dans le sud, c'est vrai. Oui, il faut que j'aille dans le sud. Je travaille fort, la vie est stressante, ce qui est vrai. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui, on roule à 100 000 à l'heure. Donc, tout ça est vrai, mais ça a quand même des impacts financiers qui peuvent être assez graves, là, éventuellement. Et la dernière chose que je dirais, c'est l'impact des réseaux sociaux. Parce qu'avant, on ne pouvait pas vraiment se comparer à nos voisins ou à d'autres personnes de notre entourage. Aujourd'hui, ben, on voit des photos de gens en Italie, dans le sud l'hiver. On voit des gens qui, c'est ça, ils passent des fins de semaine dans des chalets, ils font du ski alpin, toutes sortes de choses qui coûtent très cher. Et on se dit, ben, hey, moi aussi, je veux faire tout ça. Moi aussi, je veux avoir une vie bien remplie. Et ça fait en sorte qu'on dépense énormément dans le présent et on réfléchit peut-être un peu moins à l'avenir parce que dans les générations précédentes, je parle principalement des baby boomers ici, l'avenir était peut-être moins, on avait moins besoin de prévenir pour l'avenir, justement parce qu'on avait besoin d'un régime, on avait un régime de retraite à prestations déterminées. Là, ce que les gens qui dépensent aujourd'hui ne réalisent pas, c'est qu'ils n'ont peut-être pas ce régime. Ils doivent créer leur propre régime de retraite, c'est ça? Ben oui, fait qu'on peut pas tout avoir, là. On peut pas avoir une vie bien remplie, sans aucune économie et une retraite bien remplie. Pleine de voyages, là. On peut pas tout avoir, sauf exception, là, si on fait de très gros salaires qu'on n'arrive pas à dépenser au complet, là, ou si on obtient un héritage incroyable d'un bébé boomer, bon, ça peut nous aider.
Mais règle générale, à un moment donné, il faut faire un compromis. Si on ne le fait pas dans notre vie, pendant qu'on est sur le marché du travail, on va devoir faire les compromis à la retraite. Oui, et tu as touché aux baby boomers ou des générations précédentes. Ce qu'on voyait dans le temps, c'est dans les générations précédentes, un de leurs objectifs, c'était de commencer la retraite, cette période de leur vie, avec une maison complètement payée ou sans aucune dette. De nos jours, on voit une autre tendance. On voit de plus en plus de retraités qui ont encore des dettes, des emprunts hypothécaires quand ils commencent leur retraite. Est-ce que l'endettement, avec les taux d'intérêt actuels, justement, qui sont très hauts, est-ce que c'est un autre obstacle à l'épargne retraite? Oui, c'est un obstacle. Et en fait, c'est une conséquence de tout ce qu'on vient d'énumérer. En effet, ouais. Et ça aussi, c'est inquiétant. Ça devrait sonner une alarme. Le taux d'endettement des Canadiens est parmi les plus élevés, sinon le plus élevé dans le G7. C'est pas un record dont on devrait se vanter, n'est-ce pas? Donc, ce que ça démontre, selon moi, c'est un manque probablement de connaissances, mais surtout de planification financière. Je pense qu'il faut davantage aller voir des professionnels pour établir un plan. Arriver à la retraite avec une maison non payée, c'est pas facile parce que les revenus, normalement, diminuent pas mal. Mais ce qui arrive, c'est que avant, la vie était beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire qu'on se mariait, on avait des enfants, on restait en couple toute notre vie avec la même personne. On arrivait à la retraite, les enfants étaient partis, ça faisait longtemps que la maison était payée. Aujourd'hui, la durée de vie des couples est beaucoup plus courte. Souvent, à 45, à 50 ans, il y a des gens qui se remettent en ménage. Donc, nouvelle hypothèque. Il y a des gens de 50 ans qui ont des enfants. Donc, on arrive à 65 ans avec des adolescents et des maisons qu'on paye depuis 15 ans seulement. Alors, c'est un peu normal que les gens se retrouvent encore avec des hypothèques parce que ça arrive qu'on puisse refaire notre vie à 50 ans ou à 45 ans. Mais financièrement, ce sont des choix de vie qui ont un impact, là. Définitivement. Donc, tout ce qu'on vient de parler, disparition ou diminution des régimes à prestations déterminées, manque d'épargne, impact des médias sociaux, l'endettement, c'est sûr que ça a des impacts plus tard. Des fois, les gens qui voulaient prendre leur retraite à un certain âge sont obligés de travailler plus longtemps. Je regardais une petite statistique de Statistique Canada, justement, que le taux d'activité des personnes de 60 ans et plus, ça a presque doublé dans les dernières décennies. Quand on regarde entre 1997 et 2017, ça a passé de 14% à 26%. Et cette même étude-là, ça révèle que près de 50% de ceux qui sont restés sur le marché du travail le font par nécessité et pas par choix. Il faut penser à ça, là, si on a un but. Liberté, c'est 55, là, c'est un rêve maintenant. Oui, c'est un rêve de moins en moins accessible. Et effectivement, il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont devoir rester sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas de magie, hein. Si on n'a pas d'argent, ben il n'y a pas vraiment d'autres solutions. D'ailleurs, le gouvernement s'en rend compte. On a amélioré le régime des rentes du Québec pour bonifier les prestations parce que les gens se retrouvent dans la pauvreté à la retraite. Et on a aussi changé un peu la façon de calculer les rentes du RRQ pour encourager les personnes âgées à rester sur le marché du travail. Bon, la raison numéro 1 du gouvernement, c'est la pénurie de main-d'œuvre, mais on peut aussi constater que les changements ont comme effet de garder sur le marché du travail des gens qui n'avaient pas les moyens de le quitter ou qui l'auraient quitté, mais dans la pauvreté. Et là, ce que les gens font, c'est qu'ils se fient par la suite sur le filet social du Québec. Donc, c'est tous les Québécois qui se retrouvent à devoir payer ou à soutenir financièrement donc les personnes âgées qui sont dans la pauvreté ou dans la vulnérabilité. Donc, c'est sûr que c'est pas avantageux pour le gouvernement et qu'il faut faire des choses là, pour que les gens prennent leur retraite et soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins financiers. Donc, avec tous ces défis-là qu'on vient de mentionner, tous ces obstacles auxquels les gens sont confrontés en matière d'épargne pour leur retraite, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être penser que on a perdu la bataille, il faut jeter l'éponge. Est-ce qu'il y a une issue de sortie? Est-ce qu'il y a des trucs, des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre chemin vers une retraite saine et durable? Moi, je pense que les entreprises ont une grande responsabilité. À défaut d'offrir un régime à prestations déterminées, je pense que les entreprises ont au moins un devoir moral
de mieux informer leurs employés sur les régimes à cotisation déterminée, les RVER ou tout autre véhicule d'investissement qui est offert par l'entreprise, ont un peu un devoir moral d'expliquer comment ça fonctionne et de convaincre les gens là, d'y participer. C'est pas normal que 50% des gens qui ont acquis un régime de retraite ne mettent pas d'argent dans leur régime de retraite, n'est-ce pas? Donc, il y a une espèce de devoir-là des entreprises. Peut-être que le côté facultatif des régimes de retraite devrait carrément être interdit au Canada. Si tous les régimes de retraite étaient obligatoires, ben déjà, on aiderait pas mal de monde à améliorer leur sort. Il y a toute une question aussi d'enseignement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse des messages. On fait des messages de santé publique pour dire aux gens de cesser de fumer ou que c'est dangereux l'alcool, mais il faut aussi encourager l'épargne. Le gouvernement a tout intérêt à le faire parce que, comme je le disais un peu plus tôt, si on n'encourage pas l'épargne, on se retrouve avec une génération de retraités qui dépend de l'État. Et là, c'est tout le monde qui paye, là. Donc, il y a quand même des avantages à ce que les retraités aient les moyens de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Puis la pauvreté, ça engendre toutes sortes de problèmes, hein, souvent des problèmes de santé, des problèmes de logement. Donc, on ne veut pas d'une société trop pauvre pour s'occuper d'elle-même, n'est-ce pas? Et il faut encourager les gens à planifier. Donc, il faut un meilleur accès à la planification financière. Bon, je sais que c'est un problème parce qu'il y a une pénurie de personnel dans le milieu des planificateurs financiers. Et des fois, il y a un coût aussi. Des fois, le service peut être pas accessible à certaines personnes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de planificateurs financiers qui vont mettre un minimum d'actifs pour prendre les clients. C'est pas une critique, là, je les comprends. Si on a le choix entre avoir 200 clients riches ou 200 clients pauvres, c'est sûr que c'est beaucoup plus payant d'avoir 200 clients très, très riches. À un moment donné, on peut pas avoir 500 clients non plus, là. Je comprends qu'il y a seulement tant d'heures, 24 heures dans une journée. Donc, mais ça crée un problème d'accès à la planification financière, donc à la planification de retraite. Les banques aussi ont peut-être un rôle à jouer dans l'accessibilité du conseil. Donc, il y a tout ça qui peut faire partie de la solution. Donc, il y a le rôle des compagnies avec le régime de retraite, des firmes qui offrent des conseils financiers du gouvernement. Est-ce qu'il y aurait aussi une certaine responsabilité personnelle? Oui, ça c'est sûr. Effectivement. Ben, tout ce qu'on disait au début hein, sur je veux le nouveau iPhone maintenant, même s'il est 1500 $, je veux aller dans le sud à chaque hiver. Il y a une responsabilité aussi personnelle, c'est évident. C'est pour ça que je parlais un peu de campagne de sensibilisation, mais tout part des parents en réalité parce que les valeurs, notre rapport avec l'argent, tout vient des parents. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire « il faut qu'à l'école, on enseigne davantage l'économie, les finances personnelles aux enfants. » Oui, mais on ne peut pas, comme parents non plus, donner la responsabilité entièrement à l'école parce que l'école va nous enseigner comment faire un budget, comment fonctionne une carte de crédit, un taux d'intérêt, mais l'école ne peut pas, dans un cours d'1 heure par semaine, nous inculquer des valeurs qui vont rester toute notre vie là, non plus. Complètement d'accord. Des saines habitudes financières, ça commence jeune. Donc, justement, comment inciter les jeunes à épargner dès que possible pour la retraite? Quand on sait que dès qu'on dit le mot retraite à un jeune, c'est loin, c'est plate d'en parler. Donc, c'est quoi ta perspective là-dessus? Peut-être qu'il faut les faire rêver, leur dire que dès 25 ans, que la retraite à 55 ans au soleil, ce serait magique. Bon. Mais pour les jeunes, 55 ans, c'est vieux. Bon, je suis déjà vieille, mais... Non, mais moi aussi, ma fille me trouve vieux. Moi, je me sens très jeune. Moi aussi. Non, mais sans blague, je pense que ça commence vraiment tôt. Il faut parler d'argent tôt à nos enfants d'une façon qui va être agréable. Et puis, il faut que ça fasse partie de la vie et il faut surtout ne pas sous-estimer la capacité de nos enfants à comprendre. Moi, j'ai moi-même expliqué à mon enfant de 8 ans ce que c'était un CPG et je lui ai dit, tu sais, tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque qui dort, qui fait à peu près pas d'intérêt. Tu pourrais acheter un CPG.
prêter de l'argent à la banque et tu serais récompensé. Il était vraiment content. Il s'est acheté un premier CPG avec une échéance d'1 an. Ensuite, il l'a renouvelé. Donc, il a compris le principe des intérêts et il était content de savoir que, bon, la banque allait le payer pour utiliser son argent et il n'a que 8 ans. Donc, c'est possible de commencer très tôt à enseigner des concepts à un enfant. On n'a pas besoin d'attendre là, qu'il ait 18 ans. Il faut que la relation avec l'argent, mais aussi la valeur de l'argent. Je pense que la valeur de l'argent, c'est la première chose à enseigner à un enfant. Est-ce que 5 $ pour des bonbons, c'est trop cher? On enseigne le temps. Bon, 1 heure à faire des devoirs, ça a l'air beaucoup plus long qu'1 heure à regarder TikTok. L'argent, c'est la même chose. 5 $ pour des bonbons, est-ce que c'est la même chose que 5 $ pour un morceau de filet mignon? Donc, on peut commencer tout de suite avec des exemples vraiment concrets à expliquer la valeur de l'argent et ça reste toute la vie. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant. Ah, ça m'interpelle beaucoup ton histoire avec ton enfant à 8 ans parce que moi, des fois, je dis à mon entourage, ma conjointe et moi, on a commencé l'éducation financière de notre fille à 4 ans et les gens, des fois, se disent « Oh, c'est quand même jeune, mais… » Il y a une manière d'adapter la conversation. C'est sûr qu'on ne va pas se mettre à parler de taux variable, taux fixe, hypothèque, mais juste qu'est-ce qu'ils comprennent. Tu sais, ils reçoivent l'argent de poche, un cadeau des grands-parents. Je donne toujours l'exemple, j'ai partagé à plusieurs amis. On a ces pots en verre, un qui s'appelle épargne, un qui s'appelle dépense et un qui s'appelle don. Donc, elle met toujours l'argent dans le pot épargne. Là. Il a été influencé par moi, mais à la fin de l'année, je dis tout le temps, tout ce que tu as accumulé dans l'épargne, divise-le en dépenses et dons, puis là, elle choisit combien, puis dépenses, on va dans un magasin, elle achète qu'est-ce qu'elle veut, mais elle sait qu'il y en a un peu qui reste pour plus tard. Puis, tu sais, c'est des petits concepts comme ça, il y a des trucs juste pour commencer à inculquer certaines valeurs financières, puis complètement d'accord, ça va leur servir dans le futur. Oui, puis c'est très simple aussi pour un enfant de comprendre la différence entre un besoin et un désir. Exact, ouais. Et ça, c'est un peu la base aussi. Est-ce que tu as besoin de bonbons? Est-ce que tu as besoin de tel ou tel jouet alors que tu en as déjà beaucoup trop à la maison? Probablement que non. Donc, c'est possible de faire réfléchir des enfants très, très jeunes sur ce genre de questions. Ça, c'est quelque chose qui reste. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est comme un bon héritage à laisser à ses enfants. Puis oui, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, on peut déjà commencer à réfléchir à ce genre de choses et comprendre que l'argent, ben, ça pousse pas dans les arbres, c'est pas infini, qu'on a beaucoup de choses à payer et que c'est pas à l'infini l'argent, là. Donc, il faut prendre des bonnes décisions à chaque jour de qu'est-ce qu'on va faire avec chaque dollar qu'on a et qu'on a difficilement gagné. Définitivement. Pour revenir à la retraite, on l'a dit plus tôt, Marie-Ève, les Québécois en moyenne n'ont peut-être pas assez épargné, mais une chose est sûre, la valeur de leur maison, la valeur immobilière de leur résidence a augmenté significativement dans les 20 dernières années. On le sait, le Canada est un des pays au monde avec la Nouvelle-Zélande où l'immobilier a augmenté le plus dans les dernières années. Donc, la maison est généralement un des actifs le plus significatifs et un des investissements le plus élevé qu'on fera dans une vie. Puis, pour beaucoup de personnes, ça va représenter une large part ou même la totalité de leur patrimoine. Donc, laisse-moi te demander, est-ce qu'on peut se fier sur notre maison comme fonds de retraite? On l'entend souvent des gens dire ça des fois. Quelle est ton opinion là-dessus? Bien, la réponse, c'est oui et non. OK. Oui, c'est un fonds de retraite, mais non. Parce que c'est pas vrai qu'à 65 ans, le jour où on prend sa retraite, par exemple, qu'on va pouvoir compter tant que ça sur notre maison pour vivre parce qu'on va continuer d'habiter dedans. On peut pas vendre une fenêtre pour acheter du pain. Moi, je dis tout le temps ça. En réalité, les gens ne veulent pas quitter leur maison à 65 ans. C'est beaucoup plus tard dans la vie. Donc, généralement, autour de 83, 84, 85 ans que les gens vont quitter leur maison et la plupart du temps, ce ne sera pas de leur plein gré. Ça va être un peu par obligation parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont plus capables d'en prendre soin ou parce que leur conjoint est malade et puis là, ils se retrouvent tout seuls. Donc, c'est un peu insécurisant parfois d'habiter seul dans une maison. Ça peut être
anxiogènes. Donc, de 65 à 85, pour prendre 2 chiffrons, ben l'argent qui est dans notre maison, on l'a pas pour dépenser, là. On peut pas faire l'épicerie avec l'argent de notre maison. Bon, sauf exception, si on prend une hypothèque inversée, par exemple. Mais là encore, c'est pas non plus une solution miracle, là. Donc, c'est de l'épargne forcée qui est absolument très intéressante. Moi, c'est certain que je suis très favorable aux investissements immobiliers. Ça prend de la valeur et c'est de l'épargne forcée. Comme on disait un peu plus tôt, c'est de plus en plus difficile pour les gens d'épargner ou ça ne fait pas nécessairement partie de leur valeur. Donc, à partir du moment où on a une maison, on n'a pas le choix d'épargner. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est sûr que c'est absolument intéressant de devenir propriétaire. Mais est-ce qu'on peut se fier là-dessus pour vivre à la retraite, pour faire des voyages, pour aller voir des spectacles et manger au restaurant? Ben, pas vraiment. Donc, on ne peut pas tant que ça compter là-dessus. C'est sûr que si on est vraiment mal pris, ça peut devenir une solution. On vend la maison et on s'en va, on achète un plus petit condo, on s'en va en appartement. Donc, oui, ça peut nous donner de l'argent. Mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on va avoir le goût de changer notre mode de vie tant que ça? Est-ce qu'on va avoir le goût de déménager? Est-ce qu'on aime notre maison? Est-ce qu'on aime notre cour? Quel genre de retraite on veut avoir? Donc, si on sait qu'on va pouvoir mourir dans notre maison, ben non, ça ne sera pas un fonds de pension, là, c'est comme évident. Oui, et quand quelqu'un a vécu dans une maison quand même d'une bonne taille pendant 30-40 ans, vendre sa maison pour aller dans un petit appartement, ça peut être difficile, ça peut être un ajustement difficile à faire. Et peut-être à 85 ans, on se ramasse à vendre la maison par choix ou par obligation, étant donné notre situation de santé. Mais ça ne change pas qu'il faut aller vivre quelque part d'autre, hein. Si on va en résidence, il y a un coût à ça. Dépendant de notre niveau de santé, ça peut être 2-3 000 par mois, mais des fois, si on n'est pas indépendant, on a besoin de soins spéciaux, ça peut aller à 7, 9, 10 000 par mois. Donc, la maison, ce qu'on a vendu, il n'y en a pas beaucoup. Ça couvre ces coûts-là, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution miracle, comme tu as dit. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement sous-estimé, c'est le coût des résidences pour personnes âgées. C'est sûr que quand on est 100% autonome, bon, ça coûte quelques milliers de dollars, comme tu disais, mais c'est pas long que lorsqu'on veut des services ou si nous arrive un accident, par exemple, si on se casse une hanche, ce qui arrive assez fréquemment chez les personnes âgées, dès qu'il arrive là, des soucis de santé, il faut avoir plus de services. Et là, la facture, ça grimpe de façon exponentielle. C'est pas rare que ça puisse coûter jusqu'à 100 000 $ par année pour vivre dans une RPA. Donc, si on a vendu sa maison, on ne pourra pas se payer une RPA à 100 000 $ par année pendant très, très longtemps. Ça, c'est les prix d'aujourd'hui, là. Donc, dans 25-30 ans, quand on sera rendu là, nous deux, ça va être encore beaucoup plus cher. Bon, c'est sûr, notre maison va avoir augmenté aussi, mais les prix n'iront pas en diminuant, là. Ben justement, parlons-en. Marie-Ève, tu as écrit un article dernièrement à la presse qui est intitulé « Dépendre de ses enfants à 85 ans », où tu mentionnes que justement, non seulement dans la prochaine décennie, il va y avoir 3 millions de ménages environ canadiens qui quitteront la vie active, mais on parle aussi des coûts de soins de santé qui vont exploser. Donc, quand on parle de toute cette transition massive vers la retraite, avec le vieillissement de la population, l'espérance de vie qui est croissante, quel est l'impact justement de toute cette transition sur les familles, sur notre société en général, par rapport à tout ce qu'on est en train de discuter en ce moment? Bien, un des impacts, c'est que les parents risquent de devoir se fier sur leurs enfants éventuellement pour payer leurs coûts de santé et leur retraite, là, pour pouvoir défrayer les coûts de leur résidence pour personnes âgées parce qu'ils vont manquer de moyens. Donc, on va revenir un peu à ce qu'on voyait il y a 100 ans quand les régimes de retraite n'existaient pas. Les personnes âgées, souvent, vivaient avec leurs enfants parce qu'elles étaient sans le sou. Et de plus en plus, on risque d'assister à ça, des parents qui doivent demander de l'argent à leurs enfants pour vivre. Et c'est déjà commencé. J'ai reçu à la suite du reportage auquel tu faisais référence des témoignages de gens dans la cinquantaine qui défraient une partie des coûts de vie de leurs parents. Donc, c'est déjà commencé, surtout
parce que les femmes vivent plus vieilles que les hommes et les femmes qui ont 85 ans en ce moment ou 90 ans, souvent n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, ces femmes-là n'ont pas de régime de retraite. Bon, elles ont parfois une partie du régime de retraite de leur mari décédé, mais c'est pas suffisant pour bien vivre. Donc, les femmes ont beaucoup moins d'actifs à la retraite, beaucoup moins de revenus, mais elles vivent beaucoup plus longtemps. Donc, souvent, c'est les femmes là, qui se retrouvent dans le pétrin financièrement et qui doivent demander de l'aide à leurs enfants. Je pense pas que ce soit quelque chose là, qui soit très agréable à vivre, là, parce que ça met une pression sur des gens qui ont peut-être eux-mêmes une hypothèque, des enfants, ils ont beaucoup de dépenses et là, ils doivent payer un peu des deux côtés, là, à la fois pour leurs enfants et leurs parents. C'est ça qu'on appelle la génération sandwich. Hein? On s'occupe de nos parents vieillissants et de nos enfants adolescents ou jeunes adultes. C'est beaucoup de pression sur cette génération-là, définitivement. Oui, et c'est pas une situation facile, c'est pas une situation souhaitable. Il faut vraiment trouver des solutions pour que la génération sandwich, justement, n'ait pas à subir autant de pression, là. En effet, on a touché à beaucoup d'aspects de tout ce qui est la retraite, les problématiques présentes, potentiellement futures, ce qu'il faut penser à faire. Est-ce qu'il y aurait quelques mots de la fin, Marie-Ève, quelques leçons que tu aimerais laisser aux auditeurs, aux auditrices? Bien, en fait, je parlerais peut-être de l'importance de vivre le moment présent, mais de l'importance aussi de la planification pour l'avenir. Parce que on a tous hâte à la retraite, on se dit wow, ça va être un moment fantastique, je vais faire plein de voyages. Il faut prendre conscience que ces voyages-là, ben, ils vont avoir un coût et qu'à trop vouloir profiter du moment présent, ben, on n'aura peut-être pas le futur dont on rêve. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut ne rien dépenser là, quand on a 30 ans, 40 ans, mais il faut apprendre à regarder plus loin pour avoir la retraite de ses rêves et pour ne pas dépendre de ses enfants non plus. Et il faut aussi commencer tôt. Donc, dès qu'on a les moyens, parce que souvent, ce qu'on va se dire, c'est « Bon, mais là, j'ai juste 20 ans, j'ai pas un super gros salaire, je vais attendre pour économiser quand j'aurai 30 ans, j'aurai un meilleur salaire. » Puis là, à 30 ans, on a des enfants, on s'achète une maison. Ouais, là, j'ai pas le temps, je peux pas vraiment économiser parce que là, j'ai des enfants. Je vais attendre à 40 ans. Finalement, on va toujours repousser, il va toujours avoir une bonne raison. Donc, il faut commencer tôt et que ça devienne une habitude de vie. Bon, comme toutes les habitudes, là, c'est difficile au début, mais ça devient vraiment plus facile à la longue. Puis à un moment donné, ben, on réalise que l'important, c'est de se payer en premier et de dépenser ce qui reste. Très bien dit. Et je vais ajouter que ça peut sembler un peu alarmiste, notre discussion, là. Et puis, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, l'objectif de la conversation, ce n'est pas nécessairement de créer un vent de panique par rapport à la retraite, mais on va se le dire, l'objectif de la discussion, c'est oui, de tirer la sonnette d'alarme dans le but d'informer les gens qui n'ont peut-être pas encore pensé à s'y mettre sérieusement, comme tu viens de dire, Marie-Ève, à planifier leur retraite. Donc, c'est important de savoir que le temps de le faire, c'est aujourd'hui ou le plus tôt possible. Et plus tôt qu'on le fait, c'est mieux, comme tu as dit. Juste pour finir, il y a une petite donnée intéressante dans le rapport de Deloitte qui révèle qu'environ 40% des inégalités dans le patrimoine accumulé à la retraite s'explique en fait par un manque de connaissances financières. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait le podcast aujourd'hui. Donc, Marie-Ève, je voulais te dire un très grand merci d'être venue m'aider à contribuer à toute cette sensibilisation, cette littératie financière par rapport à la retraite. Bien, merci pour cette belle invitation. J'ai été ravie de discuter avec toi aujourd'hui de ce sujet très important. Chers auditrices et auditeurs, à la prochaine. On se revoit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.